Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Chapitre 33. Les monstres antédiluviens. Samedi 15 août. La mer conserve sa monotone uniformité. Nulle terre est en vue. L'horizon paraît excessivement reculé. J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve. Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur. Il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité. Je remarque que le professeur Lindenbrock tente à redevenir l'homme impatient du passé, et je consigne le fait sur mon journal. Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelque étincelle d'humanité, mais depuis ma guérison, la nature a repris le dessus. Et cependant, pourquoi s'emporter ? Le voyage ne s'accomplit-il pas dans les circonstances les plus favorables ? Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité ? « Vous semblez inquiet, mon oncle, dis-je, en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux. »« Inquiet, non. »« Impatient alors ? » ?»« On le serait à moins. » Cependant, nous marchons avec vitesse. Que m'importe, c'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande. Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à 30 de lieues la grandeur de ce souterrain. Or, nous avons parcouru un chemin 3 fois plus long, et les rivages du sud n'apparaissent pas encore. Nous ne descendons pas, reprend le professeur. Tout cela est du temps perdu. Et en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. Il appelle cette traversée une partie de bateau, et cette mer un étang ? Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par Saknussemm, c'est la question. Avons-nous suivi cette route ? Saknussemm a-t-il rencontré cette étendue d'eau ? L'a-t-il traversée ? Ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés ? En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici. Le spectacle est magnifique. Il ne s'agit pas de voir. Je me suis proposé un but et je veux l'atteindre. Ainsi, ne me parle pas d'admirer. Je me le tiens pour dit et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience. À 6 heures du soir, Hans réclame sa paye et ses 3 riksdals lui sont comptés. Dimanche 16 août. Rien de nouveau, même le temps. Le vent a une légère tendance à fraîchir. En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière. Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'éteindre. Il n'en est rien. L'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée, ou même de l'Atlantique. Pourquoi pas ? Mon oncle sonde à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de 200 brasses. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde. Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées. On dirait que ce morceau de fer a été rigoureusement serré entre 2 cordures. Je regarde le chasseur. « Tander » fit-il. Je ne comprends pas. Je me tourne vers mon oncle, qui est entièrement absorbé dans ses réflexions. Je ne me soucie pas de le déranger. Je reviens vers l'Islandais. Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée. « Des dents ?» dis-je avec stupéfaction, en considérant plus attentivement la barre de fer. Oui, ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal. Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une forme prodigieuse. Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agite sous la couche profonde des eaux ? Plus vorace que le squale ? Plus redoutable que la baleine ? Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi rongée. Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité ? Ces pensées m'agitent pendant tout le jour, et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures. Lundi 17 août. Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire, qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons, précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe. Le monde appartenait alors aux reptiles.
Ces monstres régnaient en maître dans les mers jurassiques. La nature leur avait accordé la plus complète organisation. Quelle gigantesque structure, quelle force prodigieuse. Les sauriens actuels, alligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables, ne sont que des réductions affaiblies de leurs pères des premiers âges. Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres. Nul œil humain ne les a vus vivants. Ils apparurent sur la terre 1000 siècles avant l'homme, mais leurs ossements fossiles retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment des lias ont permis de le reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation. J'ai vu au muséum de Hambourg le squelette de l'un de ces sauriens, qui mesurait 30 pieds de longueur. Suis-je donc destiné, moi, l'habitant de la Terre, à me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne ? Non, c'est impossible. Cependant, la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer, et à leur empreinte je reconnais qu'elles sont coniques comme celles du crocodile. Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer. Je crains de voir s'élancer un de ces habitants des cavernes sous-marines. Je suppose que le professeur Lindenbrock partage mes idées, sinon mes craintes, car après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard. « Au diable, dis-je en moi-même, cette idée qu'il a eue de sonder, il a trouvé quelque animal marin dans sa retraite, et si nous ne sommes pas attaqués… » Je jette un coup d'œil sur les armes et je m'assure qu'elles sont en bon état. Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste. Déjà de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées. Le danger est proche. Il faut veiller. Mardi 18 août. Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières, car la nuit manque à cet océan, et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques. Hans est à la barre, pendant son quart je m'endors. 2 heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots, avec une indescriptible puissance, et rejeté à 20 toises de là. « Qu'y a-t-il » s'écrie mon oncle. « Avons-nous touché ?» Hans montre du doigt à une distance de 200 toises une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et m'écrie « C'est un marsouin colossal !»« Oui » réplique mon oncle. « Et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune. »« Et plus loin un crocodile monstrueux ! Voyez sa mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée. Ah, il disparaît !»« Une baleine !» s'écrie alors le professeur. « J'aperçois ses mâchoires énormes. Vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents. » En effet, 2 colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles, et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent afin de fuir ce voisinage dangereux, mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables, une tortue large de 40 pieds et un serpent long de 30 qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir. Ces reptiles s'approchent. Ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler. Ils tracent autour de lui des cercles concentriques. J'ai pris ma carabine, mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert ? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent. D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. Hans m'arrête d'un signe. Les 2 monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre, et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à 100 toises du radeau. Nous voyons distinctement les 2 monstres aux prises. Mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue. À chaque instant je les entrevois. Je les montre à l'Islandais. Celui-ci remue la tête négativement. « Dva » fait-il. « Quoi ? 2 ? Il prétend que 2 animaux seulement ?»« Il a raison » s'écrie mon oncle dont la lunette n'a pas quitté les yeux. « Par exemple ?»« Oui, le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile. Et voilà ce qui nous a trompés.
C'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l'Ichthyosaurus. Et l'autre ? L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier, le Plesiosaurus. Hans a dit vrai. 2 monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer. Et j'ai devant les yeux 2 reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme. On l'a justement nommé la baleine des sauriens, car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds. Et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme, et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182 dents. Le Plesiosaurus serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes posées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace, et son cou flexible comme celui d'un cygne se dresse à 30 pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau. 20 fois nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les 2 bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. 1 heure, 2 heures se passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'Ichthyosaurus et le Plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer ? Mais tout à coup, une énorme tête s'élance au dehors, la tête du Plesiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace. Seulement son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable, elle nous aveugle, mais bientôt l'agonie du reptile touche à sa fin. Ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent, et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'Ichthyosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine ? Ou va-t-il reparaître à la surface de la mer ? Chapitre 24 : L'île Axel. Mercredi 19 août. Heureusement, le vent qui souffle avec force nous a permis de fuir rapidement le théâtre du combat. Hans est toujours au gouvernail. Mon oncle, tiré de ses absorbantes idées par les incidents de ce combat, retombe dans son impatiente contemplation de la mer. Le voyage reprend sa monotone uniformité que je ne tiens pas à rompre au prix des dangers d'hier. Jeudi 20 août. Brise nord-nord-est, assez inégale. Température chaude. Nous marchons avec une vitesse de 3 lieues et demie à l'heure. Vers midi, un bruit très éloigné se fait entendre. Je consigne ici le fait, sans pouvoir en donner l'explication. C'est un mugissement continu. Il y a au loin, dit le professeur, quelques rochers ou quelques îlots sur lesquels la mer se brise. Hans se hisse au sommet du mât, mais ne signale aucun écueil. L'océan est uni jusqu'à sa ligne d'horizon. 3 heures se passent. Les mugissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée. Je le fais remarquer à mon oncle, qui secoue la tête. J'ai pourtant la conviction que je ne me trompe pas. Courons-nous donc à quelque cataracte qui nous précipitera dans l'abîme ? Que cette manière de descendre plaise au professeur parce qu'elle se rapproche de la verticale, c'est possible, mais à moi ? En tout cas, il doit y avoir un phénomène bruyant, car maintenant les mugissements se font entendre avec une grande violence. Viennent-ils du ciel ou de l'océan ? Je porte mes regards vers les vapeurs suspendues dans l'atmosphère, et je cherche à sonder leur profondeur. Le ciel est tranquille. Les nuages emportés au plus haut de la voûte semblent immobiles et se perdent dans l'intense irradiation de la lumière.
Il faut donc chercher ailleurs la cause de ce phénomène. J'interroge alors l'horizon pur et dégagé de toute brume. Son aspect n'a pas changé, mais si ce bruit vient d'une chute, d'une cataracte, si tout cet océan se précipite dans un bassin inférieur, si ces mugissements sont produits par une masse d'eau qui tombe, le courant doit s'activer et sa vitesse croissante peut donner la mesure du péril dont nous sommes menacés. Je consulte le courant, il est nul. Une bouteille vide que je jette à la mer reste sous le vent. Vers 4 heures, Hans se lève, se cramponne au mât et monte à son extrémité. De là, son regard parcourt l'arc de cercle que l'océan décrit devant le radeau et s'arrête à un point. Sa figure n'exprime aucune surprise, mais son œil est devenu fixe. « Il a vu quelque chose, » dit mon oncle. « Je le crois. » Hans redescend, puis il étend son bras vers le sud en disant « Der Nere ». « Là-bas » répond mon oncle. Et saisissant sa lunette, il regarde attentivement pendant 1 minute, qui me paraît un siècle. « Oui » s'écrie-t-il. « Que voyez-vous » ? Une gerbe immense qui s'élève au-dessus des flots. « Encore quelque animal marin » ? Peut-être. Alors, mettons le cap plus à l'ouest, car nous savons à quoi nous en tenir sur le danger de rencontrer ces monstres antédiluviens. Laissons aller, répond mon oncle. Je me retourne vers Hans. Hans maintient sa barre avec une inflexible rigueur. Cependant, si de la distance qui nous sépare de cet animal, et qu'il faut estimer à 12 lieues au moins, on peut apercevoir la colonne d'eau chassée par ces évents, il doit être d'une taille surnaturelle. Fuir serait se conformer aux lois de la plus vulgaire prudence. Mais nous ne sommes pas venus ici pour être prudents. On va donc en avant, et plus nous approchons, plus la gerbe grandit. Quel monstre peut s'emplir d'une pareille quantité d'eau et l'expulser ainsi sans interruption ? À 8 heures du soir, nous ne sommes pas à 2 lieues de lui. Son corps noirâtre, énorme, monstrueux, s'étend dans la mer comme un îlot. Est-ce l'illusion ? Est-ce effroi ? Sa longueur me paraît dépasser 1000 toises. Quel est donc ce cétacé que n'ont prévu ni les Cuvier ni les Blumenbach ? Il est immobile et comme endormi. La mer semble ne pouvoir le soulever, et ce sont les nuages qui ondulent sur ses flancs. La colonne d'eau, projetée à une hauteur de 500 pieds, retombe avec un bruit assourdissant. Nous courons en insensé vers cette masse puissante que 100 baleines ne nourriraient pas pour un jour. La terreur me prend. Je ne veux pas aller plus loin. Je couperai s'il faut la drisse de la voile. Je me révolte contre le professeur qui ne me répond pas. Tout à coup, Hans se lève et montrant du doigt le poing menaçant, « Holme » dit-il. « Une île » s'écrie mon oncle. « Une île » dis-je à mon tour en haussant les épaules. « Évidemment » répond le professeur en poussant un vaste éclat de rire. « Mais cette colonne d'eau »« Geyser » fit Hans. « Eh, sans doute geyser » riposte mon oncle. « Un geyser pareil à ceux de l'Islande. » Je ne veux pas, d'abord, m'être trompé si grossièrement. Avoir pris un îlot pour un monstre marin ? Mais l'évidence se fait, et il faut enfin convenir de mon erreur. Il n'y a là qu'un phénomène naturel. À mesure que nous approchons, les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses. L'îlot représente à s'y méprendre un cétacé immense, dont la tête domine les flots à une hauteur de 10 toises. Le geyser, mot que les Islandais prononcent geysir et qui signifie fureur, s'élève majestueusement à son extrémité. De lourdes détonations éclatent par instants, et l'énorme jet, pris de colère plus violente, secoue son panache de vapeur en bondissant jusqu'à la première couche de nuages. Il est seul. Ni fumerolles, ni source chaude ne l'entourent, et toute la puissance volcanique se résume en lui. Les rayons de la lumière électrique viennent se mêler à cette gerbe éblouissante, dont chaque goutte se nuance de toutes les couleurs du prisme. « Accostons » dit le professeur. Mais il faut éviter avec soin cette trombe d'eau qui coulerait le radeau en un instant. Hans, manœuvrant adroitement, nous amène à l'extrémité de l'îlot. Je saute sur le roc. Mon oncle me suit lestement, tandis que le chasseur demeure à son poste comme un homme au-dessus de ses étonnements. Nous marchons sur un granit mêlé de tufs silicieux.
Le sol frissonne sous nos pieds comme les flancs d'une chaudière où se tord de la vapeur surchauffée. Il est brûlant. Nous arrivons en vue d'un petit bassin central d'où s'élève le geyser. Je plonge dans l'eau qui coule en bouillonnant en thermomètre à déversement et il marque une chaleur de 163 degrés. Ainsi donc cette eau sort d'un foyer ardent. Cela contredit singulièrement les théories du professeur Lindenbrock. Je ne puis m'empêcher d'en faire la remarque. « Eh bien, réplique-t-il, qu'est-ce que cela prouve contre ma doctrine ?»« Rien, dis-je d'un ton sec, en voyant que je me heurte à un entêtement absolu. Néanmoins, je suis forcé d'avouer que nous sommes singulièrement favorisés jusqu'ici, et que pour une raison qui m'échappe, ce voyage s'accomplit dans les conditions particulières de température. Mais il me paraît évident, certain, que nous arriverons un jour ou l'autre à ces régions où la chaleur centrale atteint les plus hautes limites et dépasse toutes les gradations des thermomètres. Nous verrons bien. C'est le mot du professeur qui, après avoir baptisé cet îlot volcanique du nom de son neveu, donne le signal de l'embarquement. Je reste cependant quelques minutes encore à contempler le geyser. Je remarque que son jet est irrégulier dans ses accès, qu'il diminue parfois d'intensité, puis reprend avec une nouvelle vigueur, ce que j'attribue aux variations de pression des vapeurs accumulées dans son réservoir. Enfin, nous partons en contournant les roches très accore du sud. Hans a profité de cette halte pour remettre le bateau en état. Mais avant de déborder, je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue et je les note sur mon journal. Nous avons franchi 270 lieues de mer depuis Port Graubünden et nous sommes à 620 lieues de l'Islande, sous l'Angleterre. Chapitre 25. L'orage sur la mer Lindenbrock. Vendredi 21 août. Le lendemain, le magnifique geyser a disparu. Le vent a fraîchi et nous a rapidement éloignés de l'îlot Axel. Les mugissements se sont éteints peu à peu. Le temps, s'il est permis de s'exprimer ainsi, va changer avant peu. L'atmosphère se charge de vapeurs qui emportent avec elle l'électricité formée par l'évaporation des eaux salines. Les nuages s'abaissent sensiblement et prennent une teinte uniformément olivâtre. Les rayons électriques peuvent à peine percer cet opaque rideau baissé sur le théâtre où va se jouer le drame des tempêtes. Je me sens particulièrement impressionné, comme l'est sur terre toute créature à l'approche d'un cataclysme. Les cumulus entassés dans le sud présentent un aspect sinistre. Ils ont cette apparence impitoyable que j'ai souvent remarquée au début des orages. L'air est lourd. La mer est calme. Au loin, les nuages ressemblent à de grosses balles de coton amoncelées dans un pittoresque désordre. Peu à peu, ils se gonflent et perdent en nombre ce qu'ils gagnent en grandeur. Leur pesanteur est telle qu'ils ne peuvent se détacher de l'horizon. Mais au souffle des courants élevés, ils se fondent peu à peu, s'assombrissent et présentent bientôt une couche unique d'un aspect redoutable. Parfois une pelote de vapeur encore éclairée rebondit sur ce tapis grisâtre et va se perdre bientôt dans la masse opaque. Évidemment, l'atmosphère est saturée de fluide. J'en suis tout imprégné. Mes cheveux se dressent sur ma tête comme aux abords d'une machine électrique. Il me semble que si mes compagnons me touchaient en ce moment, ils recevraient une commotion violente. À 10 heures du matin, les symptômes de l'orage sont plus décisifs. On dirait que le vent mollit pour mieux reprendre haleine. La nuit ressemble à une outre immense dans laquelle s'accumulent les ouragans. Je ne veux pas croire aux menaces du ciel, et cependant, je ne puis m'empêcher de dire « Voilà du mauvais temps qui se prépare !» Le professeur ne répond pas. Il est d'une humeur massacrante à voir l'océan se prolonger indéfiniment devant ses yeux. Il hausse les épaules à mes paroles. « Nous aurons de l'orage, dis-je en étendant la main vers l'horizon. Ces nuages s'abaissent sur la mer comme pour l'écraser. » Silence général. Le vent se tait. La nature a l'air d'une morte et ne respire pas.
Sur le mât où je vois déjà poindre un léger feu Saint-Elme, la voile détendue tombe en plis lourds. Le radeau est immobile au milieu d'une mer épaisse et sans ondulation. Mais si nous ne marchons plus, à quoi bon conserver cette toile qui peut nous mettre en perdition au premier choc de la tempête? Amenons-la, dis-je, abattons notre mât, cela sera prudent. Non, par le diable, s'écrie mon oncle, 100 fois non. Que le vent nous saisisse, que l'orage nous emporte, mais que j'aperçoive enfin les rochers d'un rivage, quand notre radeau devrait s'y briser en 1000 pièces. Ces paroles ne sont pas achevées que l'horizon du sud change subitement d'aspect. Les vapeurs accumulées se résolvent en eau, et l'air, violemment appelé pour combler les vides produits par la condensation, se fait ouragan. Il vient des extrémités les plus reculées de la caverne. L'obscurité redouble. C'est à peine si je puis prendre quelques notes incomplètes. Le radeau se soulève, il bondit. Mon oncle est jeté de son haut. Je me traîne jusqu'à lui. Il s'est fortement cramponné à un bout de câble et paraît considérer avec plaisir ce spectacle des éléments déchaînés. Hans ne bouge pas. Ses longs cheveux, repoussés par l'ouragan et ramenés sur sa face immobile, lui donnent une étrange physionomie, car chacune de leurs extrémités est hérissée de petites aigrettes lumineuses. Son masque effrayant est celui d'un homme antédiluvien, contemporain des ichthyosaures et des mégathériums. Cependant le mât résiste, la voile se tend comme une bulle prête à crever. Le radeau file avec un emportement que je ne puis estimer, mais moins vite encore que ces gouttes d'eau déplacées sous lui, dont la rapidité fait des lignes droites et nettes. « La voile, dis-je en faisant signe de la baisser. « Non, répond mon oncle. Neige, fit Hans en remuant doucement la tête. Cependant la pluie forme une cataracte mugissante devant cet horizon vers lequel nous courons en insensé. Mais avant qu'elle arrive jusqu'à nous, le voile de nuages se déchire, la mer entre en ébullition, et l'électricité produite par une vaste action chimique qui s'opère dans les couches supérieures est mise en jeu. Aux éclats du tonnerre se mêlent les jets étincelants de la foudre. Les éclairs sans nombre s'entrecroisent au milieu des détonations. La masse des vapeurs devient incandescente. Les grêlons qui frappent le métal de nos outils et de nos armes se font lumineux. Les vagues soulevées semblent être autant de mamelons énivores sous lesquels couve un feu intérieur et dont chaque crête est empanachée d'une flamme. Mes yeux sont éblouis par l'intensité de la lumière, mes oreilles brisées par le fracas de la foudre. Il faut me retenir au mât qui plie comme un roseau sous la violence de l'ouragan. Dimanche 23 août. Où sommes-nous? Emportés par une incomparable rapidité. La nuit a été épouvantable, l'orage ne se calme pas. Nous vivons dans un milieu de bruit, une détonation incessante. Nos oreilles saignent, on ne peut échanger une parole. Les éclairs ne discontinuent pas. Je vois des zigzags rétrogrades qui, après un jet rapide, reviennent de bas en haut et vont frapper la voûte de granit. Si elle allait s'écrouler, d'autres éclairs se bifurquent ou prennent la forme de globes de feu qui éclatent comme des bombes. Le bruit général ne paraît pas s'en accroître. Il a dépassé la limite d'intensité que peut percevoir l'oreille humaine. Et quand toutes les poudrières du monde viendraient à sauter ensemble, nous ne saurions en entendre davantage. Il y a émission continue de lumière à la surface des nuages. La matière électrique se dégage incessamment de leurs molécules. Évidemment, les principes gazeux de l'air sont altérés. Des colonnes d'eau innombrables s'élancent dans l'atmosphère et retombent en écumant. Où allons-nous? Mon oncle est couché tout de son long à l'extrémité du radeau. La chaleur redouble. Je regarde le thermomètre, il indique « Le chiffre est effacé des notes ». Lundi 24 août. Cela ne finira pas. Pourquoi l'état de cette atmosphère si dense une fois modifié ne serait-il pas définitif? Nous sommes brisés de fatigue. Hans comme à l'ordinaire. Le radeau court invariablement vers le sud-est. Nous avons fait plus de 200 lieues depuis l'îlot Axel. À midi, la violence de l'ouragan redouble. Il faut lier solidement tous les objets composant la cargaison. Chacun de nous s'attache également. Les flots passent par-dessus notre tête.
Impossible de s'adresser une seule parole depuis 3 jours. Nous ouvrons la bouche, nous remuons nos lèvres, il ne se produit aucun son appréciable. Même en se parlant à l'oreille, on ne peut s'entendre. Mon oncle s'est approché de moi. Il a articulé quelques paroles. Je crois qu'il m'a dit « Nous sommes perdus ». Je n'en suis pas certain. Je prends le parti de lui écrire ces mots. « Amenons notre voile ». Il me fait signe qu'il y consent. Sa tête n'a pas eu le temps de relever de bas en haut qu'un disque de feu apparaît au bord du radeau. Le mât et la voile sont partis tout d'un bloc, et je les ai vus s'envoler à une prodigieuse hauteur, semblable au ptérodactyle, cet oiseau fantastique des premiers siècles. Nous sommes glacés d'effroi. La boule, mi-partie blanche, mi-partie azurée, de la grosseur d'une bombe de 10 pouces, se promène lentement, en tournant avec une surprenante vitesse sous la lanière de l'ouragan. Elle vient ici, là, monte sur un des bâtis du radeau, saute sur le sac aux provisions, redescend légèrement, bondit, effleure la caisse à poudre. Horreur, nous allons sauter? Non, le disque éblouissant s'écarte. Il s'approche de Hans, qui le regarde fixement, de mon oncle, qui se précipite à genoux pour l'éviter, de moi, pâle et frissonnant sous l'éclat de la lumière et de la chaleur. Il pirouette près de mon pied que j'essaye de retirer. Je ne puis y parvenir. Une odeur de gaz nitreux remplit l'atmosphère. Elle pénètre le gosier, les poumons. On étouffe. Pourquoi ne puis-je retirer mon pied? Il est donc rivé au bateau? Ah! La chute de ce globe électrique a aimanté tout le fer du bord. Les instruments, les outils, les armes s'agitent en se heurtant avec un cliquetis aigu. Les clous de ma chaussure adhèrent violemment à une plaque de fer incrustée dans le bois. Je ne puis retirer mon pied. Enfin, par un violent effort, je l'arrache, au moment où la boule allait le saisir dans son mouvement giratoire et m'entraîner moi-même si... Ah, quelle lumière intense! Le globe éclate. Nous sommes couverts par des jets de flammes. Puis tout s'éteint. J'ai eu le temps de voir mon oncle étendu sur le radeau, Hans toujours à sa barre et crachant du feu sous l'influence de l'électricité qui le pénètre. Où allons-nous? Où allons-nous? Mardi 25 août, je sors d'un évanouissement prolongé. L'orage continue, les éclairs se déchaînent comme une couvée de serpents lâchés dans l'atmosphère. Sommes-nous toujours sur la mer? Oui, et emportés avec une vitesse incalculable. Nous avons passé sous l'Angleterre, sous la Manche, sous la France, sous l'Europe entière peut-être. Un bruit nouveau se fait entendre. Évidemment, la mer qui se brise sur des rochers. Mais alors... Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.